Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h50, bienvenue dans votre journal. À la une ce lundi, la livraison prochaine de plusieurs infrastructures routières, dont certaines ont pour objectif de faciliter la mobilité dans la capitale économique pendant la CAN. Et on s'intéresse ce soir à la relation entre les banques et les populations, notamment sur la question des prêts et financements qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Et en Guinée, 11 personnes ont perdu la vie et 88 autres ont été blessées dans l'explosion de l'un des principaux dépôts de carburant à Conakry, la capitale. Les attentes des Ivoiriens pour la livraison du 4e pont sont sur le point d'être comblées. En plus de cet ouvrage, des tronçons sur la voie Y4 seront ouverts à la circulation pour faciliter la mobilité des usagers de la route vers le stade Ebimpe. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a fait l'annonce lors d'une visite de chantier ce lundi 18 décembre. Nadia Eja, Eric Kimo. Au fur et à mesure que se rapproche la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire, les travaux d'infrastructures routières liés à la CAN s'accélèrent. En visite sur les chantiers de la voie Y4, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rassure. Tout sera mis en œuvre pour rendre accessible le stade d'Ebimpe à partir de la route de Bingerville. De la route de Bingerville jusqu'au stade d'Ebimpe, avant la fin de l'année, la route sera utilisable pour faciliter l'accès au stade d'Ebimpe pour la CAN. La pression est là en permanence. Tous les 3 ou 4 jours, nous aurons un film pour vérifier l'évolution des travaux sur la Y4. Autre chantier important pour la circulation des populations abidjanaises, le 4e pont. Là aussi, la garantie a été donnée par le chef du gouvernement quant à la livraison des travaux avant la fin du mois de décembre. En ce qui concerne le 4e pont, pratiquement tout est achevé. On va ouvrir cette zone dès que le président aura donné son accord pour que de Yopougon au plateau, on puisse circuler tranquillement. En plus des postes à péage à construire sur le 4e pont, il est prévu un corridor bus rapide, transit, BRT, entre la commune de Yopougon et Bingerville. Dans le prolongement de la Y4, les usagers de la route en provenance de l'intérieur du pays pourront rallier le stade à partir de PK24. Ces projets bénéficient de l'appui financier de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Que serait une CAN sans musique, jour J-32, avant l'événement incontournable du football africain? Les artistes ivoiriens sont au four et au moulin pour offrir au continent une ambiance de folie pendant la CAN. On se laisse transporter quelques instants dans cette playlist CAN 2023. C'est un élément de Stéphanie Poté. La Côte d'Ivoire, pays de la bonne ambiance et de l'hospitalité, vous promet une Coupe d'Afrique inoubliable. À quelques jours du coup d'envoi, les artistes ivoiriens multiplient les œuvres musicales dédiées à cette compétition. Parmi ces chansons en première ligne, l'hymne officiel de la CAN Aquaba, qui cumule en à peine 2 semaines 3,1 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est quoi? En deuxième place, c'est le titre Coup du marteau, qui triomphe avec 1,6 million de vues. En troisième, l'artiste reggae Alpha Blondy, en collaboration avec le rappeur Didi B, ainsi que l'artiste féminine Roselyne Layo et Soumbil, sur un titre intitulé Ayoka, une manière de souhaiter la bienvenue à tous ses visiteurs. Il cumule 477 000 vues. En quatrième place, le groupe Zouglou VDA, qui propose le titre Zouzouawa, qui est déjà à 390 000 vues en 9 jours. Et pour terminer cette liste, l'artiste coupé des Kalimolars s'ajoute à la liste en 5e place avec son titre On va les accélérer, 191 000 vues. La Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est l'occasion pour les artistes ivoiriens de rivaliser d'inspiration pour offrir la plus belle ambiance possible.
Et puis je vous propose de continuer de vivre cette ambiance football avec un portrait. Il a connu ses heures de gloire en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais il a surtout été le sélectionneur ivoirien à avoir remporté la première Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants lors de la CAN en 1992 au Sénégal. Focus ce soir sur Yeo Martial qui a permis aux éléphants d'avoir leur première étoile lors de la 18e édition de la CAN. 31 ans après, l'homme se souvient encore de ce moment historique. Issa Koné, Eric Kimou. Son plus beau souvenir, c'est d'avoir honoré le père de la nation ivoirienne Félix Houphouët-Boigny avec la Coupe d'Afrique. Après plus de 30 ans, Yeo Martial se souvient encore de ces moments de gloire, comme si c'était hier, à la vue de cette nostalgique, de la CAN 1992 au Sénégal. Il méritait ce trophée. Si vous regardez dans les photos que j'ai eues à vous montrer, quand je faisais mon discours, je lui ai dit que des expatriés de tous bords sont passés avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais en face de lui, je lui dis que je suis fier d'avoir été un de ses enfants qui a pu lui apporter le trophée qui lui manquait dans son palmarès si éloquent. Sa mémoire, pas du tout affectée par le poids de l'âge. Les séances d'entretien et d'entraînement, le match d'ouverture avec l'Algérie, qui s'est incliné face à ses garçons en 92, et l'accueil au pays avec le premier sacre, des souvenirs que jamais Yeo Martial ne peut oublier. Il y a une grande partie de l'équipe qui était avec moi depuis 9 ans auparavant. Les autres qui se sont ajoutés n'ont fait que suivre le groupe. On avait nos différentes façons de travailler et chacun connaissait ma façon de faire. Ça a été le match qui a donné du tonus à tout le groupe. Ils ont senti que si ils ont battu le champion sortant, c'est sûr qu'eux, ils peuvent faire quelque chose de bon. S'il y a une force qui a joué en leur faveur, c'est bien celle de la solidarité. L'ancienne gloire du football ivoirien invite la jeune génération à s'en inspirer afin de défendre une énième fois les couleurs du drapeau ivoirien. La chose la plus importante qu'on a cultivée ensemble, c'est d'abord d'être très solidaire sur le terrain comme en dehors du terrain. Non, le message particulier que je dois donner à cette jeune génération, c'est éviter d'avoir des problèmes de jalousie parce qu'on a classé un tel. Pour que si on a classé un tel, aidez-le à réussir. Votre tour viendra. Il faut rester soudé parce que la victoire, elle est pour tout le monde. Les éléphants réussiront-ils à faire revivre les scènes de 92 et 2015 aux Ivoiriens? En attendant ce grand jour tant espéré, Yeo Martial et plusieurs anciennes gloires du football ivoirien se sont vus confier une mission du chef de l'État à travers le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est celle de se mobiliser en vue de soutenir la nouvelle génération. Dans quelques jours se tiendront les Sublimes du tourisme, l'événement qui récompense les acteurs du secteur. Un événement dans la droite ligne de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire initiée par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Et pour en parler, nous recevons ce soir le docteur Marcel Nguetia, président du Fonds du développement touristique et commissaire général des Sublimes du tourisme. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de NC News. Merci. Alors, c'est essentiel pour vous de tenir aujourd'hui cette cérémonie pour récompenser les acteurs du secteur du tourisme. On le sait, un secteur très éprouvé durant ces dernières années avec la pandémie de Covid. Oui, très important parce que l'organisation de ces festivités marque quand même une étape de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire mise en place par M. le ministre du Tourisme, M. Sandou Fofana, depuis 2018, un an après son accession à la tête du ministère du Tourisme. Alors justement, qu'est-ce que ça va valoir aujourd'hui comme récompense, un sublime pour un établissement touristique qui sera récompensé? Un sublime pour un établissement, je crois que cela caractérise, comme le mot même l'indique, un sublime c'est extraordinaire, c'est génie. Aujourd'hui, le ministère du Tourisme veut récompenser les génies de l'écosystème touristique et ludique afin que chacun dans son domaine puisse faire mieux et puisse pousser au-delà de ce qui existe. Ils seront évalués sur quels critères, ces établissements? Ils sont évalués sur leur capacité et sur l'accueil. Ils sont évalués sur tous les critères qui concernent le tourisme ivoirien et au niveau international pour que nous soyons même sur le même plateau que l'international.
Une cérémonie qui se tiendra donc le 20 décembre. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à découvrir au cours de cet événement? Au cours de cet événement, il faut s'attendre à découvrir, parce que, disons-le, c'est une cérémonie footballistique, parce que nous passons déjà en 2024 bientôt. Et donc, cette fois-ci, vous aurez la présence de l'Olympique de Marseille qui viendra assister à la cérémonie. Vous aurez les stars du football ivoirien qui seront là. Mais surtout, vous aurez des Ivoiriens qui ont des établissements touristiques et ludiques au service de la Côte d'Ivoire, pour que tous ceux qui viendront à la CAN puissent être satisfaits de l'accueil. Et c'est l'objectif fixé par M. le ministre du Tourisme. Et justement, un rendez-vous qui arrive avant la CAN, on l'a rappelé, J-32. Est-ce que le choix de le placer à ce moment-là était volontaire? Alors, je pense que ça ne pouvait pas être mieux placé que ça, parce qu'à quelques jours de la CAN, il fallait évaluer les établissements. C'est une manière de les amener à se mettre à jour. C'est une manière d'amener tous ces établissements à faire une peau neuve pour que, lors de la CAN, tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire puissent être satisfaits du service. Et nous avons contrôlé tous les hôtels, parce que ça a commencé d'abord par la mise en place des étoiles dans les établissements. Et aujourd'hui, on les récompense pour le travail qui a été fait pour la Côte d'Ivoire. Alors justement, cette CAN va être un peu le baromètre de cette stratégie qui est en place depuis quelques années. Nous sommes passés de la 13e à la 8e place des destinations touristiques entre 2019 et 2022. Ambition, 5e en 2025, c'est l'objectif. La CAN, ça va être un peu un critère... Un critère très, très important. Je crois que la CAN représente un instant T où on doit évaluer, un instant où on aura des retours sur le travail qui a été fait par M. le ministre du Tourisme et globalement par le ministère du Tourisme. Et je pense que c'est un élément très important. Il ne peut pas avoir d'instrument de mesure que la CAN pour le secteur du tourisme. Merci, Dr Marcel Nguetia, d'être placé sur le plateau de NCI News. Je rappelle que vous êtes le président du Fonds du développement touristique et commissaire général des Sublimes Côte d'Ivoire qui se tiendront donc le 20 décembre. Le 20 décembre. Et je voudrais remercier la direction générale des NCI, qui est partenaire des Sublimes du tourisme, et remercier tous ceux qui seront là demain, toutes les entreprises qui ont accompagné cette cérémonie. Et je pense que ça promet demain, nous aurons les meilleurs établissements qui seront récompensés pour que la CAN soit une CAN touristique. Et je pense que c'est l'objectif fixé par le ministère du Tourisme. Merci. Merci. Et ce soir, on met également en lumière un tandem qui a parfois du mal à s'accorder sur la question des financements. Les banques et les populations, des taux d'intérêt élevés, des conditions de crédit très sélectives, c'est ce que déplorent les clients. Et en face, les banques reprochent aux populations et aux entreprises de ne pas offrir suffisamment de garanties. Quels sont les facteurs sur lesquels les banques se basent pour prêter ou non? À quelles contraintes sont-elles confrontées? On en sait plus dans ce reportage de Mardoché Kouassi, Fulgence Kissiedou et Chèque Bleu. Oscar Goué est un jeune entrepreneur qui existe dans le secteur du livre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il bénéficie de la confiance et donc de l'accompagnement des banques pour des investissements destinés à étendre les activités de son entreprise. Pourtant, les choses ne se sont pas toujours passées ainsi. Les banques n'interviennent pas dans le premier pas. Quand tu as lancé ton activité sous fonds propres, que tu as des résultats, les banques voient que bon, l'argent rentre un peu et que vraiment l'essai tourne. Là maintenant, tu peux commencer à te regarder. Les microfinances donnent beaucoup plus facilement, mais leur argent coûte excessivement cher. Maintenant, les banques classiques qui ont des taux assez réduits, mais ont des conditions hyper drastiques en fait. Comme les entrepreneurs, plusieurs personnes physiques rencontrées ont également des griefs contre les banques ivoiriennes, même si d'autres estiment que les choses se sont nettement améliorées. Quand tu vas leur proposer un projet, il y a quand même pas mal de difficultés à nous accompagner dans nos projets. Donc les taux de remboursement sont parfois très élevés et tout, donc ça ne facilite pas toujours l'accompagnement. Il y a des situations qui ne sont pas trop bien de garder l'argent à la maison. Donc il faut avoir un compte bancaire pour être sûr que ton argent est quelque part. Mais souvent aussi quand tu as besoin de ton argent, souvent c'est difficile à avoir. Souvent le client se rend compte qu'il est débité pour des opérations qu'il ignore et il n'a pas d'informations là-dessus. Donc les banques aussi devaient revoir ça. Les banques sont des entreprises qui cherchent à faire du profit, d'où la nécessité pour elles de minimiser les risques. Pourtant, selon ces experts, la plupart des banques ivoiriennes ont une politique de gestion du risque qui n'est pas adaptée à l'environnement local. Et c'est ce qu'on leur reproche en leur disant qu'il est extrêmement important d'adapter la politique de crédit en fonction de l'environnement pour pouvoir financer. Sinon, vos financements sont très limités. Il faut des banques locales qui financent réellement les PME en prenant en considération
le type de risque que représentent ces PME-là. Il faut créer l'environnement qui permettrait justement aux banques de pouvoir financer les petites entreprises, toutes petites entreprises, les personnes physiques. Malgré cela, les établissements bancaires font ce qu'ils peuvent pour améliorer leurs relations avec les populations et les entreprises. Ils sont toutefois confrontés à des contraintes qui les freinent dans leur élan. Pour qu'une banque fasse du crédit, il faut que la contrepartie soit une contrepartie que la banque juge acceptable. Et puis la deuxième raison, il faut que la banque ait accès à des ressources, je dirais stables ou longues, mais moins chères. Ces ressources peuvent provenir de deux sources. D'accord ? La première des sources, ce sont les dépôts bancaires. Or, vous voyez bien que chez nous, on a des taux de bancarisation qui tournent autour de 20%. C'est un manque à gagner pour les banques. La deuxième source, c'est la politique monétaire de la Banque centrale. Lorsque la Banque centrale pratique une politique de taux d'intérêt élevé, les banques vont prêter à leur tour à un taux plus élevé. Et comme le taux est élevé, il y aura peut-être moins de personnes qui vont demander du crédit. Donc ça aussi, ça va agir donc, sur la capacité donc, des banques à faire du crédit. Les responsabilités sont donc partagées. Chacune des parties gagnerait donc à jouer sa partition pour contribuer à l'amélioration des relations entre les banques et les populations. Pour les populations, il s'agit de l'amélioration du taux de bancarisation. Pour les entreprises, améliorer le taux d'investissement de fonds propres. Et pour les banques, adapter leur politique de risque aux réalités locales. Les pensionnaires et responsables de l'école de spécialisation en élevage et métiers de la viande de Bingerville sont en colère. Le terrain de l'établissement est occupé par des bâtiments qui continuent de sortir de terre depuis plusieurs années. Comment en sommes-nous arrivés là et quels impacts sur la formation des apprenants? Le reportage de Mardoché Kwasi, Stéphanie Poté et Cheikh Bleu. Atmosphère particulièrement chaude à l'école de spécialisation en élevage et métiers de la viande située dans la commune de Bingerville. Les pensionnaires de cette annexe de l'école régionale d'agriculture du Sud sont mécontents suite à l'occupation illicite d'une partie des parcelles réservées à leurs études. L'espace qui devait servir pour l'extension des fermes est occupé par des riverains, par des personnes qui ne devaient pas être là. Voilà. Donc nous sommes obligés de nous rendre à des kilomètres pour aller faire les TP pratiques. Une situation qui date de plusieurs années. Malgré toutes les démarches et autres manifestations auprès des autorités compétentes, les responsables de l'établissement n'ont pu empêcher la construction des bâtiments qui continuent de pousser dans l'enceinte de l'école. L'État a pris soin de sécuriser son patrimoine en faisant une clôture. Mais des gens outrepassent la clôture de l'État pour venir sortir les immeubles que vous avez dans l'enceinte de la clôture. On a porté plainte partout, on a crié, on n'a pas été entendu. Jusqu'à ce qu'un premier construise cet immeuble, un deuxième vienne construire les villas que vous voyez, un troisième qui est en train de construire, et vous voyez dessus la construction a mis dessus à arrêt des travaux. En aucun cas, sous à notre présence, on ne saura permettre que le patrimoine de l'État soit pris par des individus. Exaspérés par les va-et-vient incessants des riverains sur leur espace d'apprentissage, les apprenants ont décidé de fermer l'accès créé par la chute d'une partie de la clôture. Interpellé par ses locataires, un des propriétaires des appartements sur le site tente de calmer la situation. En tant que c'est une domaine de l'État, donc c'est pour cela que nous on devait arrêter le boulot, mais quand on a envoyé les papiers, on nous a dit qu'il n'y a pas de problème, on peut construire. Et c'est comme ça qu'on a construit le bâtiment. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on a fini la maison, les gens habitent dedans, il n'y a pas de problème. Ce propriétaire dit avoir acquis le terrain en 2012 auprès des autorités municipales de Bingerville. Dans cette histoire, c'est la mairie, parce que la mairie sait que c'est le domaine de l'État et puis il a vendu ça aux individus. Et puis les gens ne savent pas et puis ils ont payé. Ils sont venus nous montrer le terrain, que le terrain là, c'est à vendre. Et on a fini de payer, on a fait tous les papiers, on a fini de construire maintenant. Et après maintenant on dit que c'est pour le domaine de l'État. Malgré toutes nos tentatives pour avoir la version de la mairie de Bingerville, les responsables de cette administration n'ont pas souhaité s'exprimer. En attendant, les bâtiments continuent de sortir de terre sur cet espace réservé aux travaux pratiques. Un phénomène d'occupation qui s'étend aujourd'hui à la façade de cette autre annexe de l'école régionale d'agriculture du Sud.
Et on prend à présent la direction de la Guinée où au moins 11 personnes ont été tuées et 88 autres grièvement blessées dans l'incendie qui a touché ce lundi le centre de Conakry, la capitale. Après l'explosion d'un principal dépôt de carburant du pays, la ville est à l'arrêt. Pierre Dipomela. Le sinistre est survenu aux environs de minuit au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Les services de secours ont dénombré 11 cas de décès et 88 cas de blessés graves. Le bilan est encore provisoire. Les prises en charge sont en cours. Dans la nuit du dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré sur ce dépôt ô combien important pour la République de Guinée. Toutes les dispositions, au moment où je vous parle, ont été prises pour lutter efficacement contre cet incendie. À l'heure où je vous parle, plus précisément, le feu, l'incendie plus précisément, est contenu. Il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a eu également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte à l'hôpital Donka, à l'hôpital Ignasdine, au service de santé des forces armées et à l'hôpital sino-guinéen. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Et c'est l'occasion pour moi de remercier d'abord la protection civile guinéenne qui a su lutter efficacement contre cet immense incendie. Le ministre guinéen a salué la solidarité internationale avec la mobilisation de plusieurs autres pays africains venus à la rescousse. Il y a une solidarité internationale qui s'est manifestée. Le Sénégal a embarqué une équipe composée de médecins et de spécialistes en incendie qui arrivent. Le Mali également et d'autres pays également sont annoncés. En attendant les enquêtes diligentées par le gouvernement pour connaître les causes exactes de l'incendie, ainsi que le bilan humain et matériel de ce drame, Mamadi Doumbouya, le président de la transition, a invité les Guinéens à la solidarité et à la prière dans ces moments difficiles pour le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie, mais ne bougez pas dans quelques instants. NCI Sport avec aux commandes Tia. Bonne soirée.